Raoul s'approcha d'Aurélie. Tout est réglé, mademoiselle, et nous n'avons plus qu'à partir. Votre valise est en bas, n'est-ce pas? Elle murmura comme si elle s'éveillait d'un cauchemar. Est-ce possible? Plus de prison? Comment avez-vous obtenu? Oh, fit-il avec allégresse. On obtient tout ce qu'on veut de Marescal par la douceur et le raisonnement. C'est un excellent garçon. Tendez-lui la main, mademoiselle. Aurélie ne tendit pas la main et passa toute droite. Marescal d'ailleurs tournait le dos, les deux coudes sur la cheminée et sa tête entre les mains. Elle eut une légère hésitation en s'approchant de Bréjac, mais il semblait indifférent et gardait un air étrange dont Raoul devait se souvenir par la suite. Un mot encore, fit Raoul en s'arrêtant sur le seuil. Je prends l'engagement devant Marescal et devant votre beau-père de vous conduire dans une retraite paisible où, durant 1 mois, vous ne me verrez jamais. Dans 1 mois, j'irai vous demander comment vous entendez diriger votre vie. Nous sommes bien d'accord? Oui. Alors partons. Ils s'en allèrent. Dans l'escalier, il dut la soutenir. Mon automobile est près d'ici. Aurez-vous la force de voyager toute la nuit? Oui, c'est une telle joie pour moi d'être libre, et une telle angoisse, ajouta-t-elle à voix basse. Au moment où il sortait, Raoul tressaillit. Une détonation avait retenti à l'étage supérieur. Il dit à Aurélie, qui n'avait pas entendu: L'auto est à droite. Tenez, on la voit d'ici. Il y a une dame à l'intérieur, celle dont je vous ai déjà parlé, c'est ma vieille nourrice. Allez vers elle, voulez-vous? Pour moi, je dois remonter là-haut quelques mots, et je vous rejoins. Il remonta précipitamment tandis qu'elle s'éloignait. Dans la pièce, Bréjac, renversé sur un canapé, le revolver en main, agonisait, soigné par son domestique et par le commissaire. Un flot de sang jaillit de sa bouche. Une dernière convulsion, il ne remua plus. J'aurais dû m'en douter, bougonna Raoul. Son effondrement, le départ d'Aurélie, pauvre diable. Il paie sa dette. Il dit à Marescal: Débrouille-toi avec le domestique et téléphone pour qu'on t'envoie un médecin. Hémorragie, n'est-ce pas? Surtout qu'il ne soit pas question de suicide, à aucun prix. Aurélie n'en saura rien pour l'instant. Tu diras qu'elle est en province, souffrante, chez une amie. Marescal lui saisit le poignet. Réponds, qui es-tu? Lupin, n'est-ce pas? Ah, la bonne heure. La curiosité professionnelle reprend le dessus. Il se mit bien en face du commissaire, s'offrit de profil et de 3/4, et ricana. Tu l'as dit, bouffi. Il redescendit en hâte et rejoignit Aurélie que la vieille dame installait dans le fond d'une limousine confortable. Mais, ayant jeté par habitude de précaution un coup d'œil circulaire dans la rue, il dit à la vieille: Tu n'as vu personne rôder autour de la voiture? Personne? Tu es sûr? Un homme un peu gros, accompagné d'un autre dont le bras est en écharpe. Oui, ma foi, oui. Ils allaient venir sur le trottoir, mais bien plus bas. Il repartit vivement et rattrapa dans un petit passage qui contourne l'église Saint-Philippe-du-Roule 2 individus dont l'un portait le bras en écharpe. Il les frappa tous 2 sur l'épaule et leur dit gaiement: Tiens, on se connaît donc tous 2? Comment ça va, Jodot? Et toi, Guillaume Ancivel? Ils se retournèrent. Jodot, vêtu en bourgeois, le buste énorme, avec une figure velue de dogue hargneux, ne marqua aucun étonnement. Ah, c'est vous le type de Nice. Je disais bien que c'était vous qui accompagniez la petite tout à l'heure. Et c'est aussi le type de Toulouse, dit Raoul à Guillaume. Il reprit aussitôt: Que fichez-vous par là, mes gaillards? On surveillait la maison de Bréjac, hein? Depuis 2 heures, dit Jodot avec arrogance. L'arrivée de Marescal, les trucs des policiers, le départ d'Aurélie, on a tout vu. Et alors? Alors, je suppose que vous êtes au courant de toute l'histoire. Vous avez pêché en eau trouble, et qu'Aurélie file avec vous, tandis que Bréjac se débat contre Marescal. Démission, sans doute. Arrestation. Bréjac vient de se tuer. Jodot sursauta. Hein? Bréjac? Bréjac mort? Raoul les entraîna contre l'église. Écoutez-moi tous les 2. Je vous ai défendu de vous mêler de cette affaire. Toi, Jodot, c'est toi qui as tué le grand-père d'Asteux, qui a tué Miss Beckfield, et qui a causé la mort des frères Loubeau, tes amis, associés, complices. Dois-je te livrer à Marescal? Toi, Guillaume, tu dois savoir que ta mère m'a vendu tous ses secrets contre la forte somme, et à condition que tu ne serais pas inquiété. J'ai promis pour le passé, mais si tu recommences, ma promesse ne tient plus. Dois-je te casser l'autre bras et te livrer à Marescal? Guillaume, interloqué, eût voulu tourner bride, mais Jodot se rebiffa. Bref, le trésor pour vous, voilà ce qu'il y a de plus clair. Raoul haussa les épaules. Tu crois donc au trésor, camarade? J'y crois, comme vous. Voilà près de 20 ans que je travaille là-dessus, et j'en ai assez de toutes vos manigances pour me le souffler. Te le souffler, faudrait d'abord que tu saches où il est, et ce que c'est. Je ne sais rien, et vous non plus, pas plus que Bréjac. Mais la petite sait, et voilà pourquoi. Veux-tu qu'on partage? Dit Raoul en riant. Pas la peine. Je saurais bien prendre ma part tout seul, et ma bonne part. Et tant pis pour ceux qui me gênent.
J'ai plus d'atouts dans les mains que vous ne croyez. Bonsoir, et vous êtes avertis. Raoul les regarda filer. L'incident l'ennuyait. Que diable venait faire ce carnassier de mauvais augure? Bah, s'il veut courir après l'auto pendant 400 kilomètres, je vais lui mener un de ces petits trains. Le lendemain, à midi, Aurélie se réveilla dans une chambre claire d'où elle voyait par-dessus des jardins et des vergers la sombre et majestueuse cathédrale de Clermont-Ferrand. Un ancien pensionnat, transformé en maison de repos et situé sur une hauteur, lui offrait l'asile le plus discret et le plus propre à rétablir définitivement sa santé. Elle y passa des semaines paisibles, ne parlant à personne qu'à la vieille nourrice de Raoul, se promenant dans le parc, rêvant des heures entières, les yeux fixés sur la ville ou sur les montagnes du Puy-de-Dôme, dont les collines de Roya marquaient les premiers contreforts. Pas une seule fois Raoul ne vint la voir. Elle trouvait dans sa chambre des fleurs et des fruits que la nourrice y déposait, des livres et des revues. Lui, Raoul, se cachait au long des petits chemins qui serpentent entre les vignes des ondulations proches. Il la regardait et lui adressait des discours où s'exhalait sa passion chaque jour grandissante. Il devinait au geste de la jeune fille et à sa démarche souple que la vie remontait en elle, comme une source presque tarie où l'eau fraîche afflue de nouveau. L'ombre s'étendait sur les heures effroyables, sur les visages sinistres, sur les cadavres et sur les crimes, et par-dessus l'oubli, c'était l'épanouissement d'un bonheur tranquille, grave, inconscient, à l'abri du passé et même de l'avenir. « Tu es heureuse, demoiselle aux yeux verts, disait-il. Le bonheur est un état d'âme qui permet de vivre dans le présent, tandis que la peine se nourrit de souvenirs mauvais et d'espoirs dont elle n'est pas dupe. Le bonheur se mêle à tous les petits faits de la vie quotidienne et les transforme en éléments de joie et de sérénité. Or, tu es heureuse, Aurélie. Quand tu cueilles des fleurs ou quand tu t'étends sur ta chaise longue, tu fais cela avec un air de contentement. » Le 20e jour, une lettre de Raoul lui proposa une excursion en automobile pour un matin de la semaine qui suivait. Il avait des choses importantes à lui dire. Sans hésiter, elle fit répondre qu'elle acceptait. Le matin désigné, elle s'en alla par de petits chemins rocailleux qui la conduisirent sur la grande route où l'attendait Raoul. En le voyant, elle s'arrêta, soudain confuse et inquiète, comme une femme qui se demande dans une minute solennelle vers quoi elle se dirige et où l'entraînent les circonstances. Mais Raoul s'approcha et lui fit signe de se taire. C'était à lui de dire les mots qu'il fallait dire. « Je n'ai pas douté que vous viendriez. Vous saviez que nous devions nous revoir parce que l'aventure tragique n'est pas terminée et que certaines solutions demeurent en suspens. Lesquelles ? Peu vous importe, n'est-ce pas ? Vous m'avez donné mission de tout régler, de tout ordonner, de tout résoudre et de tout faire. Vous m'obéirez, tout simplement. Vous vous laisserez guider par la main et, quoi qu'il arrive, vous n'aurez plus peur. Cela, c'est fini, la peur. La peur qui bouleverse et qui montre des visions d'enfer. N'est-ce pas ? Vous sourirez d'avance aux événements et vous les accueillerez comme des amis. Il lui tendit la main, elle lui laissa presser la sienne. Elle aurait voulu parler et sans doute lui dire qu'elle le remerciait, qu'elle avait confiance, mais elle dut comprendre la vanité de telles paroles car elle se tut. Ils partirent et traversèrent la station thermale et le vieux village de Roya. L'horloge de l'église marquait 8h30. C'était un samedi, à la date du 15 août. Les montagnes se dressaient sous un ciel splendide. Ils n'échangèrent pas un mot, mais Raoul ne cessait de l'apostropher tendrement en lui-même. On ne me déteste plus, mademoiselle aux yeux verts. On a oublié l'offense de la première heure. Et moi-même, j'ai tant de respect pour vous que je ne veux pas m'en souvenir auprès de vous. Allons, souriez un peu, puisque vous avez maintenant l'habitude de penser à moi comme à votre bon génie. On sourit à son bon génie. Elle ne souriait pas, mais il la sentait amicale et toute proche. L'auto ne roula guère plus d'1 heure. Ils contournèrent le Puy-de-Dôme et prirent un chemin assez étroit qui se dirigeait vers le sud, avec des montées en lacets et des descentes au milieu de vallées vertes ou de forêts sombres. Puis la route se resserra encore, courut au milieu d'une région déserte et sèche et devint abrupte.
Elle était pavée d'énormes plaques de lave, inégales et disjointes. Une ancienne chaussée romaine. Il n'est pas un vieux coin de France où l'on ne trouve quelques vestiges analogues, quelques voies de César. Elle ne répondit pas. Voilà que tout à coup elle semblait songeuse et distraite. La vieille chaussée romaine n'était plus guère qu'un sentier de chèvres. L'escalade en fut pénible. Un petit plateau suivit, avec un village presque abandonné, dont Aurélie vit le nom sur un plateau, Juvin. Puis un bois, puis une plaine soudain verdoyante, aimable d'aspect, puis de nouveau la chaussée romaine qui grimpait toute droite entre des talus d'herbe épaisse. Au bas de cette échelle, ils s'arrêtèrent. Aurélie était de plus en plus recueillie. Raoul ne cessait de l'observer avidement. Lorsqu'ils eurent gravi les dalles disposées en degrés, ils parvinrent à une large bande de terrain circulaire qui charmait par la fraîcheur de ses plantes et de son gazon, et qu'emprisonnait un haut mur de moellons dont les intempéries n'avaient pas altéré le ciment, et qui s'en allait au loin vers la droite et vers la gauche. Une large porte le trouait. Raoul en avait la clé, il ouvrit. Le terrain continuait à monter. Quand ils eurent atteint le faîte de ce remblai, ils virent devant eux un lac qui était figé comme la glace, au creux d'une couronne de rochers qui le dominait régulièrement. Pour la première fois, Aurélie posa une question où se montrait tout le travail de réflexion qui se poursuivait en elle. Puis-je vous demander si en me conduisant ici plutôt qu'ailleurs vous avez un motif? Est-ce le hasard? Le spectacle est plutôt morne, en effet. Dit Raoul sans répondre directement. Mais tout de même, il y a là une âpreté, une mélancolie sauvage, quel caractère. Les touristes n'y viennent jamais en excursion, m'a-t-on dit. Cependant, on s'y promène en barque, comme vous voyez. Il l'amena vers un vieux bateau qu'une chaîne retenait contre un pieu. Elle s'y installa sans mot dire. Il prit les rames, et ils s'en allèrent doucement. L'eau, couleur d'ardoise, ne reflétait pas le bleu du ciel, mais plutôt la teinte sombre de nuages invisibles. Au bout des avirons luisaient des gouttes qui paraissaient lourdes comme du mercure, et l'on s'étonnait que la barque pût pénétrer dans cette onde pour ainsi dire métallique. Aurélie y trempa sa main, mais dut la retirer aussitôt tellement l'eau était froide et désagréable. Oh, fit-elle avec un soupir. Quoi, qu'avez-vous? rien. Ou du moins, je ne sais pas. Vous êtes inquiète, émue? Émue, oui. Je sens en moi des impressions qui m'étonnent, qui me déconcertent. Il me semble... Il vous semble? Je ne saurais dire. Il me semble que je suis un autre être. Et que ce n'est pas vous qui êtes ici. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, dit-il en souriant. Elle murmura. Ne m'expliquez pas. Ce que j'éprouve me fait mal, et cependant pour rien au monde, je ne voudrais ne pas l'éprouver. Le cirque de falaises, au sommet desquels le grand mur apparaissait de place en place, et qui se développait sur un rayon de 5 à 600 mètres, offrait tout au fond une échancrure où commençait un chenal resserré que ces hautes murailles cachaient aux rayons du soleil. Ils s'y engagèrent. Les roches étaient plus noires et plus tristes. Aurélie les contemplait avec stupeur et levait les yeux vers les silhouettes étranges qu'elles formaient. Lions accroupis, cheminées massives, statues démesurées, gargouilles géantes. Et subitement, alors qu'ils arrivaient au milieu de ce couloir fantastique, ils reçurent comme une bouffée de rumeurs lointaines et indistinctes, qui venaient par ce même chemin qu'eux des régions qu'ils avaient quittées un peu plus d'une heure auparavant. C'étaient des sonneries d'église, des tintements de cloches légères, des chansons d'airain, des notes allègres et joyeuses, tout un frémissement de musique divine où grondait le bourdon frémissant d'une cathédrale. La jeune fille défaillit. Elle comprenait, elle aussi, la signification de son trouble. Les voix du passé, de ce passé mystérieux qu'elle avait tout fait pour ne pas oublier, retentissaient en elle et autour d'elle. Cela se heurtait aux remparts où le granit se mêlait à la lave des anciens volcans. Cela sautait d'une roche à l'autre, de statue en gargouille, glissait à la surface dure de l'eau, montait jusqu'à la bande bleue du ciel, retombait comme de la poudre d'écume jusqu'au fond du gouffre, et s'en allait par écho bondissant vers l'autre issue du défilé, où étincelait la lumière du grand jour. Éperdue, palpitante de souvenirs, Aurélie essaya de lutter et se raidit pour ne pas succomber à tant d'émotions. Mais elle n'avait plus de force. Le passé la courbait comme une branche qui ploie, et elle s'inclina en murmurant, avec des sanglots. Mon Dieu, qui donc êtes-vous? Elle était stupéfiée par ce prodige inconcevable. N'ayant jamais révélé le secret qu'on lui avait confié, jalouse depuis son enfance du trésor de souvenirs que sa mémoire gardait pieusement, et qu'elle ne devait livrer selon l'ordre de sa mère qu'à celui qu'elle aimerait, elle se sentait toute faible devant cet homme déconcertant qui lisait au plus profond de son âme.
Je ne me suis donc pas trompé. Et c'est bien ici, n'est-ce pas? Dit Raoul que l'abandon charmant de la jeune fille touchait infiniment. C'est bien ici, Chuchota Aurélie. Déjà au long du trajet, les choses se rappelaient à moi comme des choses déjà vues. La route, les arbres, ce chemin d'allée qui montait entre deux talus, et puis ce lac, ces rochers, la couleur et le froid de cette eau, et puis surtout, ces sonneries de cloches. Oh, ce sont les mêmes que jadis. Elles sont venues nous rejoindre au même endroit où elles avaient rejoint ma mère, le père de ma mère et la petite fille que j'étais. Et comme aujourd'hui, nous sommes sortis de l'ombre pour entrer dans cette autre partie du lac sous un même soleil. Elle avait relevé la tête et regardait. Un autre lac, en effet, plus petit mais plus grandiose, s'ouvrait devant eux, avec des falaises plus escarpées et un air de solitude plus sauvage encore et plus agressif. Un à un, les souvenirs ressuscitaient. Elle les disait doucement, tout contre Raoul, comme des confidences que l'on fait à un ami. Elle évoquait devant lui une petite fille heureuse, insouciante, amusée par le spectacle des formes et des couleurs qu'elle contemplait aujourd'hui avec des yeux mouillés de larmes. « C'est comme si vous me meniez en voyage dans votre vie. » fit Raoul que l'émotion étreignait. « Et j'ai autant de plaisir à voir ce qu'elle fut ce jour-là, que vous-même à la retrouver. » Elle continua. Ma mère était assise à votre place et son père en face de vous. J'embrassais la main de maman. Tenez cet arbre tout seul dans cette crevasse, il était là. Et aussi ces grosses taches de soleil qui coulent sur cette roche. Voilà que tout se resserre encore, comme tout à l'heure. Mais il n'y a plus de passage. C'est l'extrémité du lac. Il est allongé, ce lac, et courbé comme un croissant. On va découvrir une toute petite plage qui est à l'extrémité même. Tenez, la voici. Avec une cascade à gauche qui sort de la falaise. Il y en a une deuxième à droite. Vous allez voir le sable. Il brille comme du mica. Et il y a une grotte tout de suite. Oui, j'en suis sûre. Et à l'entrée de cette grotte... À l'entrée de cette grotte? Il y avait un homme qui nous attendait. Un drôle d'homme, à longue barbe grise, vêtu d'une blouse de laine marron. On le voyait d'ici, debout, très grand. Ne va-t-on pas le voir? Je pensais qu'on le verrait. Et je suis très étonné. Il est presque midi. Et notre rendez-vous était fixé à midi. L'eau qui monte. Ils débarquèrent sur la petite plage où les grains de sable brillaient au soleil comme du mica. La falaise de droite et la falaise de gauche, en se rejoignant, formaient un angle aigu qui se creusait à sa partie inférieure en une petite anfractuosité que protégeait l'avancée d'un toit d'ardoise. Sous ce toit, une petite table était dressée avec une nappe, des assiettes, du laitage et des fruits. Sur une des assiettes, une carte de visite portait ces mots. « Le marquis de Talancet, ami de votre grand-père d'Asteux, vous salue, Aurélie. Il sera là tantôt et s'excuse de ne pouvoir vous présenter ses hommages que dans la journée. » Il attendait donc ma venue? Oui, nous avons parlé longtemps, lui et moi, il y a 4 jours, et je devais vous amener aujourd'hui à midi. Elle regardait autour d'elle. Un chevalet de peintre s'appuyait à la paroi, sous une large planche encombrée de cartons à dessin, de moulages et de boîtes de couleurs, et qui portait aussi de vieux vêtements. Par le travers de l'angle, un hamac. Au fond, 2 grosses pierres formaient un foyer où l'on devait allumer du feu, car les parois étaient noires, et un conduit s'ouvrait dans une fissure du roc, comme un tuyau de cheminée. Est-ce qu'il habite là? Souvent, surtout en cette saison. Le reste du temps au village de Juvin, où je l'ai découvert. Mais même alors, il vient ici chaque jour. Comme votre grand-père défunt. C'est un vieil original très cultivé, très artiste, bien qu'il fasse de bien mauvaises peintures. Il vit seul, un peu à la façon d'un ermite, chasse, coupe et débite ses arbres, surveille les gardiens de ses troupeaux, et nourrit tous les pauvres de ce pays qui lui appartient à 2 lieues à la ronde. Et voilà 15 ans qu'il vous attend, Aurélie. Ou du moins qu'il attend ma majorité. Oui, par suite d'un accord avec son ami d'Asteux. Je l'ai interrogé à ce propos, mais il ne veut répondre qu'à vous. J'ai dû lui raconter toute votre vie, toutes les histoires de ces derniers mois, et comme je lui promettais de vous amener, il m'a prêté la clé du domaine. Sa joie de vous revoir est immense. Alors, pourquoi n'est-il pas là? L'absence du marquis de Talancet surprenait Raoul de plus en plus, bien qu'aucune raison ne lui permît d'y attacher de l'importance. En tout cas, ne voulant point inquiéter la jeune fille, il dépensa toute sa verve et tout son esprit durant ce premier repas qu'ils prenaient ensemble dans des circonstances si curieuses et dans un cadre si particulier.
Toujours attentif à ne pas la froisser par trop de tendresse, il la sentait en pleine sécurité près de lui. Elle devait se rendre compte elle-même qu'il n'était plus l'adversaire qu'elle fuyait au début, mais l'ami qui ne vous veut que du bien. Tant de fois déjà, il l'avait sauvée. Tant de fois, elle s'était surprise à n'espérer qu'en lui, à ne voir sa propre vie que dépendante de cet inconnu, et son bonheur que bâti selon la volonté de cet homme. Elle murmura « J'aimerais vous remercier, mais je ne sais comment. Je vous dois trop pour m'acquitter jamais. » Il lui dit « Souriez, demoiselle aux yeux verts, et regardez-moi. » Elle sourit et le regarda. « Vous êtes quitte. » À 2h15, la musique des cloches recommença et le bourdon de la cathédrale vint se cogner à l'angle des falaises. Rien que de très logique. Et le phénomène est connu dans toute la région. Quand le vent descend du nord-est, c'est-à-dire de Clermont-Ferrand, la disposition acoustique des lieux fait qu'un grand courant d'air entraîne toutes ces rumeurs par un chemin obligatoire qui serpente entre des remparts montagneux et qui aboutit à la surface du lac. C'est fatal, c'est mathématique. Les cloches de toutes les églises de Clermont-Ferrand et le bourdon de sa cathédrale ne peuvent faire autrement que de venir chanter ici, comme elles font en ce moment. Elle hocha la tête. Non, ce n'est pas cela. Votre explication ne me satisfait pas. Vous en avez une autre? La véritable. Qui consiste? À croire fermement que c'est vous qui m'amenez ici le son de ces cloches pour me rendre toutes mes impressions d'enfant. Je puis donc tout? Vous pouvez tout, dit-elle avec foi. Mais je vois tout également. Ici, à la même heure, il y a 15 ans, vous avez dormi. Ce qui veut dire? Que vos yeux sont lourds de sommeil, puisque votre vie d'il y a 15 ans recommence. Elle n'essaya point de se dérober à son désir et s'étendit dans le hamac. Raoul veilla un instant au seuil de la grotte, mais, ayant consulté sa montre, il eut un geste d'agacement. 3h15. Le marquis de Talençay n'était pas là. Et après, se dit-il avec irritation. Et après, cela n'a aucune importance. Si, cela avait de l'importance. Il le savait. Il y a des cas où tout a de l'importance. Il rentra dans la grotte, observa la jeune fille qui dormait sous sa protection, voulut encore lui adresser des discours et la remercier en lui-même de sa confiance, mais il ne le put point. Une inquiétude croissante l'envahissait. Il franchit la petite plage et constata que la barque, dont il avait fait reposer la proue sur le sable, flottait maintenant à 2 ou 3 mètres de la berge. Il dut l'agripper avec une perche, et il fit alors une seconde constatation, c'est que cette barque, qui pendant la traversée s'était remplie de quelques centimètres d'eau, en contenait 30 ou 40 centimètres. Il parvint à retourner sur la berge. « Bigre !» pensa-t-il. « Quel miracle que nous n'ayons pas coulé !» Il ne s'agissait pas d'une voie d'eau ordinaire, facile à aveugler, mais d'une planche entière pourrie, et d'une planche qui avait été récemment plaquée à cet endroit et qui ne tenait que par 4 clous. Qui avait fait cela? Tout d'abord, Raoul songea au marquis de Talençay, mais dans quel dessein le vieillard aurait-il agi? Quel motif avait-on de penser que l'ami de Dasteux voulut provoquer une catastrophe au moment même où la jeune fille était conduite près de lui? Une question cependant se posait. Par où Talençay venait-il quand il n'avait pas de barque à sa disposition? Par où allait-il arriver? Il y avait donc un chemin terrestre qui s'amorçait à cette même plage, pourtant limité par le double avancement des falaises. Raoul chercha. Aucune issue possible à gauche, le jaillissement des 2 sources s'ajoutant à l'obstacle de granit. Mais sur la droite, juste avant que la falaise trempât dans le lac et fermât la plage, une vingtaine de marches étaient taillées dans le roc, et de là, au flanc du rempart, s'élevait un sentier qui était plutôt un ressaut naturel, une sorte de corniche si étroite qu'il fallait s'accrocher parfois aux aspérités de la pierre. Raoul poussa une pointe de ce côté. De place en place, on avait dû river un crampon de fer dont on s'aidait pour ne pas tomber dans le vide. Et ainsi put-il arriver, malaisément, au plateau supérieur et s'assurer que la sente faisait le tour du lac et se dirigeait vers le défilé. Un paysage de verdure bossué de roches s'étendait alentour. 2 bergers s'éloignaient, poussant leurs troupeaux vers la haute muraille qui entourait le vaste domaine. La haute silhouette du marquis de Talençay n'apparaissait nulle part. Raoul revint après 1 heure d'exploration. Or, durant cette heure, il s'en rendit compte avec désagrément lorsqu'il eut regagné le bas de la falaise, l'eau avait monté et recouvrait les premières marches. Il dut sauter. « Bizarre !» murmura-t-il d'un air soucieux. Aurélie avait dû l'entendre, elle courut au-devant de lui et s'arrêta, stupéfaite. « Qu'y a-t-il » L'eau, comme elle est haute.
Elle était bien plus basse tantôt, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute. En effet. Comment expliquez-vous? Phénomène bien naturel, comme les cloches. Et s'efforçant de plaisanter, Le lac subit la loi des marées qui, comme vous le savez, provoque les alternances du flux et du reflux. Mais à quel moment l'avance va-t-elle cesser? Dans 1 heure ou 2. C'est-à-dire que l'eau remplira la moitié de la grotte? Oui. Parfois même la grotte doit être envahie, comme le prouve cette marque noire sur le granit, qui est évidemment une cote de niveau extrême. la voix de Raoul s'assourdit un peu. Au-dessus de cette première cote, il y en avait une autre, qui devait correspondre au plafond même de l'abri. Que signifiait-elle, celle-là? Fallait-il admettre qu'à certaines époques, l'eau pouvait atteindre ce plafond? Mais à la suite de quel phénomène exceptionnel, de quel cataclysme anormaux? Mais non, Pensa-t-il en se raidissant. toute hypothèse de ce genre est absurde. Un cataclysme. Il y en a tous les 1000 ans, une oscillation de flux et de reflux. Fantaisie auquel je ne crois pas. Ce ne peut être qu'un hasard, un fait passager. Soit, mais ce fait passager, qu'est-ce qui le produisait? D'involontaires raisonnements se poursuivaient en lui. Il songeait à l'absence inexplicable de Talancet. Il songeait au rapport qui pouvait exister entre cette absence et la menace sourde d'un danger qu'il ne comprenait pas encore. Il songeait à cette barque démolie. Qu'avez-vous? Vous êtes distrait? Ma foi, Dit-il, je commence à croire que nous perdons notre temps ici. Puisque l'ami de votre grand-père ne vient pas, allons au-devant de lui. L'entrevue aura tout aussi bien lieu dans sa maison de Juvin. Mais comment partir? La barque semble hors d'usage. Il y a un chemin à droite, fort difficile pour une femme, mais tout de même praticable. Seulement il faudra accepter mon aide et vous laisser porter. Pourquoi ne pas marcher moi aussi? Pourquoi vous mouiller? Autant que je sois seul à entrer dans l'eau. il avait fait cette proposition sans arrière-pensée, mais il s'aperçut qu'elle était toute rouge. L'idée d'être porté par lui comme sur le chemin de Beaucourt devait lui être intolérable. Ils se turent, embarrassés l'un et l'autre. Puis la jeune fille qui était au bord du lac y plongea sa main et murmura « Non, je ne pourrais pas supporter cette eau glacée, je ne pourrais pas. » Elle rentra, suivie par lui, et un quart d'heure s'écoula, qui parut très long à Raoul. Je vous en prie, Dit-il. Allons-nous-en. La situation devient dangereuse. Elle obéit, et ils quittèrent la grotte. Mais au moment même où elle se pendait à son cou, quelque chose siffla près d'eux, et un éclat de pierre sauta. Au loin, une détonation retentit. Raoul renversa brusquement Aurélie. Une deuxième balle siffla, écornant le roc. D'un geste, il enleva la jeune fille, la poussa vers l'intérieur, et s'élança comme s'il eût voulu courir à l'assaut. Raoul, je vous défends. On va vous tuer. Il la saisit de nouveau et la remit de force à l'abri, mais cette fois elle ne le lâcha pas et, se cramponnant, l'arrêta. Je vous en supplie, restez. Mais non, Protesta Raoul. vous avez tort, il faut agir. Je ne veux pas. Elle le retenait de ses mains frissonnantes, et elle, qui avait si peur d'être portée par lui quelques instants plus tôt, elle le serrait contre elle avec une indomptable énergie. Ne craignez rien. Dit-il doucement. Je ne crains rien, mais nous devons rester ensemble. Les mêmes dangers nous menacent, ne nous quittons pas. Je ne vous quitterai pas. Promit Raoul. Vous avez raison. Il passa seulement la tête afin d'observer l'horizon. Une troisième balle troua l'une des ardoises sur le toit. Ainsi, ils étaient assiégés, immobilisés. 2 tireurs, munis de fusils à longue portée, leur interdisaient toute tentative de sortie. Ces tireurs, Raoul, d'après 2 petits nuages de fumée qui tourbillonnaient au loin, avait eu le temps de discerner leur position. Peu distants l'un de l'autre, ils se tenaient sur la rive droite, au-dessus du défilé, c'est-à-dire à 250 mètres environ. De là, postés bien en face, ils commandaient le lac sur toute sa longueur, battaient le petit coin qui demeurait de la plage et pouvaient atteindre à peu près tout l'intérieur de la grotte. Elle s'offrait à eux, en effet, tout entière, sauf un renfoncement situé à droite et où l'on devait s'accroupir, et sauf l'extrême fond au-dessus de l'âtre marqué par 2 pierres et que masquait la retombée du toit. Raoul fit le violent effort de rire. C'est drôle, Dit-il. Son hilarité semblait si spontanée qu'Aurélie se domina, et Raoul reprit. nous voilà bloqués. Au moindre mouvement, une balle et la ligne de feu est telle que nous sommes obligés de nous cacher dans un trou de souris. Avouez que c'est rudement bien combiné. Par qui? J'ai pensé tout de suite au vieux marquis, mais non, ça n'est pas lui. Ça ne peut pas être lui. Qu'est-il devenu alors? Enfermé, sans doute. Il sera tombé dans quelques pièges que lui auront tendus précisément ceux qui nous bloquent. C'est-à-dire? 2 ennemis redoutables, de qui nous devons attendre aucune pitié. Jodot et Guillaume Ancivelle. Il affectait sur ce point une franchise brutale, pour diminuer dans l'esprit d'Aurélie l'idée du véritable péril qui les menaçait. Les noms de Jodot et de Guillaume, les coups de fusil,
Rien de tout cela ne comptait pour lui auprès de l'envahissement progressif de cette eau sournoise dont les bandits avaient fait leur allié redoutable. Mais pourquoi ce guet-apens? Le trésor, affirma Raoul, qui, plus encore qu'à Aurélie, se donnait à lui-même les explications les plus vraisemblables. j'ai réduit Marescal à l'impuissance, mais je n'ignore pas qu'un jour ou l'autre, il faudra en finir avec Jodo et Guillaume. Ils ont pris les devants, au courant de mes projets. Je ne sais par quel artifice. Ils ont attaqué l'ami de votre grand-père, l'ont emprisonné, lui ont volé les papiers et documents qu'il voulait vous communiquer. Et dès ce matin, nos adversaires étaient prêts. Et s'ils ne nous ont pas accueillis à coups de feu quand nous traversions le défilé, c'est que des bergers rôdaient sur le plateau. D'ailleurs, pourquoi se presser? Il était évident que nous attendrions Talancet sur la foi de sa carte de visite et des quelques mots que l'un des deux complices y a griffonnés. Et c'est ici qu'ils nous ont tendu leur embûche. À peine avions-nous franchi le défilé que les lourdes écluses étaient fermées et que le niveau du lac, grossi par les deux cascades, commençait à s'élever, sans qu'il nous fût possible de nous en apercevoir avant 4 ou 5 heures. Mais alors les bergers retournaient au village et le lac devenait le plus désert et le plus magnifique des champs de tir. La barque étant coulée et les balles interdisant toute sortie aux assiégés, impossible de prendre la fuite. Et voilà comment Raoul le Limésis s'est laissé rouler comme un vulgaire marescal. Tout cela fut dit sur un ton de badinage nonchalant par un homme qui se divertit le premier du bon tour qui lui est joué. Aurélie avait presque envie de rire. Il alluma une cigarette et tendit au bout de ses doigts l'allumette qui flambait. 2 détonations sur le plateau, puis immédiatement une 3e et une 4e. Mais les coups ne portaient pas. L'inondation cependant continuait avec rapidité. La plage forme en cuvette, l'eau en avait dépassé le bord extrême et glissait maintenant en menues vagues sur un terrain plat. L'entrée de la grotte fut atteinte. Nous ne serons plus en sécurité sur les 2 pierres du foyer. Ils y sautèrent vivement. Raoul fit coucher Aurélie dans le hamac, puis, courant vers la table, il rafla dans une serviette ce qui restait du déjeuner et le plaça sur la planche au dessin. Des balles jaillirent. Trop tard. Nous n'avons plus rien à craindre. Un peu de patience et nous en sortirons. Mon plan, nous reposer et nous restaurer. Durant quoi la nuit vient. Aussitôt, je vous porte sur mes épaules jusqu'au sentier des falaises. Ce qui fait la force de nos adversaires, c'est le grand jour, grâce auquel ils peuvent nous bloquer. L'obscurité, c'est le salut. Oui, mais l'eau monte pendant ce temps, et il faut 1 heure avant que l'obscurité soit suffisante. Et après, au lieu d'en être quitte pour un bain de pied, j'en aurais jusqu'à mi-corps. C'était très simple en effet, mais Raoul savait fort bien toutes les lacunes de son plan. D'abord, le soleil venait à peine de disparaître derrière le sommet des montagnes, ce qui indiquait encore 1h30 ou 2 heures de grand jour. En outre, l'ennemi se rapprocherait peu à peu, prendrait position sur le sentier. Et comment Raoul pourrait-il accoster avec la jeune fille et forcer le passage? Aurélie hésitait, se demandant ce qu'elle devait croire. Malgré elle, ses yeux fixaient des points de repère qui lui permettaient de suivre les progrès de l'eau, et par moments elle frissonnait. Mais le calme de Raoul était si impressionnant. Vous nous sauverez, j'en suis certaine. Ah, la bonne heure, dit-il sans se départir de sa gaieté. Vous avez confiance. Oui, j'ai confiance. Vous m'avez dit un jour, rappelez-vous, en lisant les lignes de ma main, que je devais redouter le péril de l'eau. Votre prédiction s'accomplit. Et cependant, je ne redoute rien, car vous pouvez tout. Vous faites des miracles. Des miracles, dit Raoul, qui cherchait toutes les occasions de la rassurer par l'insouciance de ses discours. Non, pas des miracles, seulement je raisonne et j'agis selon les circonstances. Parce que je ne vous ai jamais interrogé sur vos souvenirs d'enfance et que cependant je vous ai conduite ici, parmi les paysages que vous aviez contemplés. Vous me considérez comme une espèce de sorcier erreur. Tout cela fut affaire de raisonnement et de réflexion, et je ne disposais pas de renseignements plus précis que les autres. Jodo et ses complices connaissaient aussi la bouteille et avaient lu, comme moi, la formule inscrite sous le nom d'eau de jouvence. Quelle indication en ont-ils tiré? Aucune. Moi, je me suis enquis et j'ai vu que presque toute la formule reproduit exactement, sauf une ligne, l'analyse des eaux de Roya, une des principales stations thermales d'Auvergne. J'y consulte les cartes d'Auvergne et j'y découvre le village et le lac de Juvin. Juvin, contraction évidente du mot latin juvencia, qui signifie jouvence. J'étais renseigné. En 1 heure de promenade et de bavardage à Juvin, je me rendais compte que le vieux monsieur de Talancet, marquis de Carabas de Touche-Pays, devait être au centre même de l'aventure. Et je me présentai à lui comme votre envoyé. Dès qu'il m'eut révélé que vous étiez venu jadis le dimanche et le lundi de l'Assomption, c'est-à-dire le 14 et le 15 août, j'ai préparé notre expédition pour ce même jour.
précisément, le vent souffle du nord comme autrefois, d'où l'escorte des cloches. Et voici ce que c'est qu'un miracle, demoiselle aux yeux verts. Mais les mots n'étaient plus suffisants pour distraire l'attention de sa compagne. Au bout d'un instant, Aurélie chuchota. L'eau monte, elle recouvre les deux pierres et mouille vos chaussures. Il souleva l'une des pierres et la posa sur l'autre. Ainsi exaucé, il appuya son coude à la corde du hamac et, l'air toujours dégagé, il se remit à causer, car il avait peur du silence pour la jeune fille. Mais au fond de lui, tout en disant des paroles de sécurité, il se livrait à d'autres raisonnements et à d'autres réflexions sur l'implacable réalité dont il constatait avec effarement la menace croissante. Que se passait-il? Comment envisager la situation? À la suite des manœuvres exécutées par Jodo et par Guillaume, le niveau de l'eau s'élève. Soit. Mais les deux bandits ne font évidemment que profiter d'un état de choses existant déjà, et remontant sans doute à une époque fort reculée. Or, ne doit-on pas supposer que ceux qui ont rendu possible cette élévation de niveau pour des motifs encore secrets, motifs qui n'étaient certes pas de bloquer et de noyer des gens dans la grotte, ont également rendu possible un abaissement du niveau? La fermeture des écluses devait avoir pour corollaire l'établissement d'un trop-plein à mécanisme invisible, permettant aux eaux de s'écouler et aux lacs de se vider suivant les circonstances. Mais où chercher ce trop-plein? Où trouver ce mécanisme dont le fonctionnement se conjuguait avec le jeu des écluses? Raoul n'était pas de ceux qui attendent la mort. Il songeait bien à se précipiter vers l'ennemi malgré tous les obstacles, ou à nager jusqu'aux écluses. Mais qu'une balle le frappât, que la température glacée de l'eau paralysa ses efforts, que deviendrait Aurélie? Si attentif qu'il fût à dissimuler aux yeux d'Aurélie l'inquiétude de ses pensées, la jeune fille ne pouvait pas se méprendre sur certaines inflexions de voix ou sur certains silences chargés d'une angoisse qu'elle éprouvait elle-même. Elle lui dit soudain, comme si elle eût été débordée par cette angoisse qui la torturait. Je vous en prie, répondez-moi, je vous en prie. J'aimerais mieux connaître la vérité. Et il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas? Comment, mais le jour baisse. Pas assez vite. Et quand il fera nuit, nous ne pourrons plus partir. Pourquoi? Je l'ignore, mais j'ai l'intuition que tout est fini et que vous le savez. Il dit d'un ton ferme. Non, le péril est grand, mais encore lointain. Nous y échapperons si nous ne perdons pas une seconde notre calme. Tout est là, réfléchir, comprendre. Quand j'aurai tout compris, je suis sûr qu'il sera temps encore d'agir. Seulement, il faut m'aider. Pour comprendre tout à fait, j'ai besoin de vos souvenirs, de tous vos souvenirs. La voix de Raoul se faisait pressante, et il continua avec une ardeur contenue. Oui, je sais, vous avez promis à votre mère de ne les révéler qu'à l'homme que vous aimeriez. Mais la mort est une raison de parler plus forte que l'amour. Et si vous ne m'aimez pas, je vous aime comme votre mère aurait pu souhaiter que l'on vous aimât. Pardonnez-moi de vous le dire malgré le serment que je vous ai fait, mais il y a des heures où l'on ne peut plus se taire. Je vous aime. Je vous aime et je veux vous sauver. Je vous aime, je n'admets pas votre silence qui serait un crime contre vous. Répondez. Quelques mots seront peut-être suffisants pour m'éclairer. Elle murmura. Interrogez-moi. Il dit aussitôt. Que s'est-il passé autrefois après votre arrivée ici, avec votre mère? Quel paysage avez-vous vu? Où votre grand-père et votre ami vous ont-ils conduite? Nulle part. Je suis sûre d'avoir dormi ici, oui, dans un hamac comme aujourd'hui. On causait autour de moi. Les deux hommes fumaient. Ce sont des souvenirs que j'avais oubliés et que je retrouve. Je me rappelle l'odeur du tabac et le bruit d'une bouteille qu'on a débouchée. Et puis, je ne dors plus. On me fait manger. Dehors, il y a du soleil. Du soleil? Oui. Ce doit être le lendemain. Le lendemain? Vous êtes certaine, tout est là, dans ce détail? Oui, j'en suis certaine. Je me suis réveillée ici le lendemain et dehors il y avait du soleil. Seulement voilà, tout a changé. Je me vois encore ici, et cependant c'est ailleurs. J'aperçois les rochers, mais ils ne sont plus au même endroit. Comment? Ils ne sont plus au même endroit? Non. L'eau ne les baigne plus. L'eau ne les baigne plus, et cependant, vous sortiez de cette grotte. Je sortais de cette grotte? Oui, mon grand-père marche devant nous. Ma mère me tient par la main. Ça glisse sous nos pieds. Autour de nous, il y a des sortes de maisons, comme des ruines. Et puis de nouveau les cloches. Ces mêmes cloches que j'entends toujours. C'est cela. C'est bien cela, dit Raoul entre ses dents. Tout s'accorde avec ce que je supposais, aucune hésitation possible.
Un lourd silence tomba sur eux. L'eau clapotait avec un bruit sinistre. La table, le chevalet, des livres et des chaises flottaient. Il dut s'asseoir à l'extrémité du hamac et se courber sous le plafond de granit. Dehors, l'ombre se mêlait à la lumière défaillante. Mais à quoi lui servirait l'ombre, si épaisse qu'elle fût? De quel côté agir? Il étreignait désespérément sa pensée, la forçant à trouver la solution. Aurélie s'était à moitié dressée, avec des yeux qu'il devinait affectueux et doux. Elle prit une de ses mains, s'inclina et la baisa. « Mon Dieu, dit-il éperdu. Que faites-vous » Elle murmura. « Je vous aime. » Les yeux verts brillaient dans la demi-obscurité. Il entendait battre le cœur de la jeune fille, et jamais il n'avait éprouvé une telle joie. Elle reprit tendrement, en lui entourant le cou de ses bras. « Je vous aime. Voyez-vous, Raoul, c'est là mon grand et mon seul secret. L'autre ne m'intéresse pas, mais celui-là c'est toute ma vie et toute mon âme. Je vous ai aimé tout de suite sans vous connaître, avant même de vous voir. Je vous ai aimé dans les ténèbres et c'est pour cela que je vous détestais. Oui, j'avais honte. Ce sont vos lèvres qui m'ont prise là-bas sur la route de Beaucourt. J'ai senti quelque chose que j'ignorais et qui m'a effrayée. Tant de plaisir, tant de félicité en cette nuit atroce et par un homme qui m'était inconnu. Jusqu'au fond de l'être, j'ai eu l'impression délicieuse et révoltante que je vous appartenais et que vous n'auriez qu'à vouloir pour faire de moi votre esclave. Si je vous ai fui dès lors, c'est à cause de cela, Raoul. Non pas parce que je vous haïssais, mais parce que je vous aimais trop et que je vous redoutais. J'étais confuse de mon trouble. Je ne voulais plus vous voir à aucun prix et cependant je ne songeais qu'à vous revoir. Si j'ai pu supporter l'horreur de cette nuit et de toutes les abominables tortures qui ont suivi, c'est pour vous. Pour vous que je fuyais et qui reveniez sans cesse aux heures du danger. Je vous en voulais de toutes mes forces et à chaque fois je me sentais à vous davantage. Raoul, Raoul, serrez-moi bien. Raoul, je vous aime. Il la serra avec une passion douloureuse. Au fond, il n'avait jamais douté de cet amour que l'ardeur d'un premier baiser lui avait révélé et qui, à chacune de leurs rencontres, se manifestait par un effarement dont il devinait la raison profonde. Mais il avait peur du bonheur même qu'il éprouvait. Les mots tendres de la jeune fille, la caresse de son haleine fraîche l'engourdissaient. L'indomptable volonté de la lutte s'épuisait en lui. Elle eut l'intuition de sa lassitude secrète, et elle l'attira plus près d'elle encore. Résignons-nous, Raoul. Acceptons ce qui est inévitable. Je ne crains pas la mort avec vous. Mais je veux qu'elle me surprenne dans vos bras, ma bouche sur votre bouche, Raoul. Jamais la vie ne nous donnera plus de bonheur. Ses deux bras l'enlaçaient comme un collier qu'il ne pouvait plus détacher. Peu à peu, elle avançait la tête vers lui. Il résistait cependant. Baiser cette bouche qui s'offrait, c'était consentir à la défaite, et, comme elle disait, se résigner à l'inévitable, et il ne voulait pas. Toute sa nature s'insurgeait contre une telle lâcheté. Mais Aurélie le suppliait et balbutiait les mots qui désarment et affaiblissent. Je vous aime. Ne refusez pas ce qui doit être. Je vous aime, je vous aime. Leurs lèvres se joignirent. Il goûta l'ivresse d'un baiser où il y avait toute l'ardeur de la vie et l'affreuse volupté de la mort. La nuit les enveloppa, plus rapide semblait-il depuis qu'ils s'abandonnaient à la torpeur délicieuse de la caresse. L'eau montait.